Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'ouvrir le cycle des conférences du VAP Expo avec ce moment à passer avec les différentes associations. Le VAP Expo, c'est un événement professionnel. Donc les professionnels font le monde de la VAP, évidemment, mais il y a aussi, en France en tout cas, 4 associations avec des identités qui sont très spécifiques, qui touchent des publics spécifiques, qui savent travailler ensemble, mais qui mènent leurs actions différemment en fonction de qui elles représentent, et de leur, je dirais, de leurs objectifs et de des personnes qui les composent. Voilà. Nous avons Frédéric Saint-Gérand de l'EDUS, qui est membre du CA de l'EDUS, Michael Amoudi de la FIVAP, Stéphane Papatheodorou, j'ai toujours du mal, je me suis entraîné, pour la VAP du cœur, et Nathalie Dunant pour SOVAP. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste un tout petit tour de table, si vous voulez bien prendre le micro chacun votre tour pour représenter, mais en quelques mots, votre association, qui vous représentez, vraiment les grandes lignes de l'association pour qu'on puisse situer. Bonjour, nous sommes l'EDUS. Nous représentons et défendons les vapoteurs pour une vape libre et responsable. Voilà. Bonjour, Michael Amoudi, on est la FIVAP, donc la Fédération interprofessionnelle de la vape. Aujourd'hui, on représente les professionnels avec un peu plus de 430 adhérents aujourd'hui dans notre association. Bonjour, je représente la VAP du cœur. Nous aidons les personnes vulnérables et dans la précarité à pouvoir décrocher du tabagisme en partenariat aussi avec les médecins. Bonjour, Nathalie Dunant, je représente ici SOVAP. SOVAP, c'est agir et dialoguer. On essaye d'établir le dialogue entre l'ensemble des parties prenantes de la vape, utilisateurs, professionnels et autorités de santé. Merci. Alors, je précise au niveau de l'EDUS, les adhérents de l'EDUS sont uniquement des particuliers, pas de professionnels. Au niveau de la FIVAP, essentiellement des professionnels, commerçants et fabricants. Au niveau de la vape du cœur, n'importe qui peut être adhérent et membre actif de la vape du cœur, on est d'accord. Et au niveau de SOVAP, n'importe qui aussi, avec une restriction simplement sur les financements qui doivent être des financements de particuliers. Alors, depuis 2 ans à peu près, on a vu arriver des réglementations, ça partait un petit peu dans tous les sens. C'était à la fois simple à comprendre sur certaines choses et à la fois très complexe sur d'autres choses. Je demandais à Michael de juste nous faire peut-être un petit inventaire de où on en est aujourd'hui, puisque on est arrivé à un moment où les lois sont passées, les réglementations sont engagées, et là les choses sont un petit peu fixées. Pas forcément comme on le veut, on va le voir, mais en tout cas, elles sont un petit peu fixées. Donc si tu peux, Michael, nous faire un petit inventaire assez rapide, qu'on voit à peu près où on en est aujourd'hui en termes de réglementation pour la vape en France aujourd'hui. Alors oui, en effet, réglementation qui a eu toute son application en fait en 2016 pour le 1er janvier 2017. On peut dire que 2016 a été assez rock'n'roll pour les professionnels de la cigarette électronique, qu'ils soient distributeurs ou qu'ils soient fabricants. Aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que les flacons contenant de la nicotine sont limités en fait à 10 millilitres, ni plus ni moins. Donc cette réglementation ne concerne que les produits contenant de la nicotine. On n'a pas, par chance, en fait, en France, de limitation en fait, au niveau du matériel. C'est-à-dire qu'on n'a pas de déclaration à faire sur le matériel et nous n'avons pas non plus de limitation à 2 millilitres pour ce qui est de la partie cliromisère. Ensuite, les distributeurs doivent, eux, faire des rapports réguliers en fait, sur l'année vis-à-vis de leurs ventes, doivent aussi éviter de faire de la publicité ou de la propagande dans leurs magasins. Concernant ensuite les fabricants, il y a des déclarations à faire sur les produits à mettre sur le marché, qui sont aujourd'hui des déclarations faites auprès de la plateforme européenne et gérée par l'ANSES, plus évidemment donc une taxe qui a eu lieu donc de 295 € par produit, plus 120 € pour les coûts de renouvellement. Donc, tout ça sont effectivement des éléments qui permettent de dire voilà, la cigarette électronique fait partie du cadre légal français. C'est un produit qui ne disparaîtra plus, mais qui va continuer à être réglementé. Après, ce qu'on peut dire généralement, c'est est-ce que ça nous plaît? Évidemment que non. Mais les principes de la base d'une négociation, c'est déjà d'avoir des éléments à négocier. Donc les points vraiment forts, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réglementation qui impose une notification des produits. Il y a une limitation sur les e-liquides nicotinés
à 10 millilitres, 20 mg par millilitre. Voilà, le matériel, a priori pas de réglementation, on ne dépasse pas enfin, il y a cette histoire de 2 millilitres sur les matériels, ça n'a pas lieu en France. Alors, pas de réglementation sur le matériel, notamment, hormis le fait de la contenance des 2 millilitres qui était complètement absurde, notamment vis-à-vis comment dire, de l'utilisation de la cigarette électronique. En fait, l'arrêt du tabac est une conséquence de l'utilisation de la cigarette électronique, et si les contenants avaient été limités au niveau de la vaporisation, ça aurait été bien compliqué. Après, pour ce qui est du matériel, le matériel, lui, est déjà réglementé par des normes CE, ROHS, par des normes d'importation en déclaration douanière. Donc c'est quelque chose de complètement existant, d'où le fait que ça fasse non-sens d'avoir des soumissions de produits en fait, pour la partie matérielle. Je tenais à apporter cette précision. Donc ça, c'est les réglementations, on va dire, sur les produits. Et ensuite, les deux autres points, tu en as parlé, il y a donc l'histoire de la propagande et de la publicité. Donc on va y revenir avec Sovap sur la notion notamment de propagande. Et puis là, je m'adresse à toi, Frédéric. Il y a cette question du vapotage dans les lieux publics. Alors là, si on peut essayer d'être le plus précis possible, puisque c'est pas toujours très très bien compris, on voit tout et n'importe quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, il est autorisé ou interdit de vapoter dans les lieux publics? Si oui, ou sinon, dans quel lieu public? Au travail, etc. Est-ce que tu peux nous faire un point là-dessus? Où on en est exactement? C'est quoi la loi aujourd'hui sur le vapotage dans les lieux publics? Alors, la loi, effectivement, elle est claire sur le sujet. Il est interdit de vapoter dans les lieux publics et les lieux de travail. Et les lieux pouvant accueillir du public et des enfants notamment, je crois. La loi, elle est claire. Pour l'instant, il n'y a pas de décret d'application, par contre, pour ce sujet-là. Donc nous sommes attentifs à ce qui va réellement sortir de là. Pour l'instant, on ne peut pas attaquer. Je n'ai pas de précision par rapport à ça. Donc aujourd'hui, très clairement, on est toujours dans la même situation qu'il y a plusieurs années, c'est-à-dire que ça dépend d'un... Je parle de la vape au travail, par exemple, qui est une grosse problématique. La vape au travail, effectivement, est régulée par le règlement intérieur actuellement, si il y a ou pas. Mais la loi, pour l'instant, ne s'applique, devrait s'appliquer, mais on n'a pas le décret. Il n'y a pas de texte, donc ça reste encore à la discrétion de l'entreprise via son règlement intérieur. On est d'accord? Via le règlement intérieur, tout à fait. D'accord, donc pour une personne qui souhaite vaper au travail, elle va voir son dirigeant, en fait, pour lui poser la question. L'entente avec les autres collaborateurs est primordiale, évidemment, sur ce sujet-là, et à discrétion, bien évidemment, du chef d'établissement. D'accord. Stéphane, vous, au niveau de la vape du cœur, vous intervenez avec des entités de santé au sens très très large. Peut-être nous préciser exactement quel type de structure, avec quel type de structure vous travaillez. Et j'imagine que cette question du vapotage dans les lieux publics, quand on parle en plus des hôpitaux, des espaces de santé, etc., c'est un sujet que vous abordez forcément. Comment ça se passe exactement quand vous intervenez, quand vous faites essayer les matériels que vous en donnez? À mon avis, c'est une problématique qui se pose tout simplement. Où est-ce qu'on peut vaper? On va sur le parking, on va dans le parc, on reste dans les espaces fermés des hôpitaux, des espaces de santé. Alors nous, quand on intervient, en fait, que ce soit dans des XAPA, dans des CARUD ou même à l'hôpital, par exemple Ambroise Paré, où on a un atelier récurrent toutes les semaines, on a un lieu qui est dédié. C'est-à-dire qu'à Ambroise Paré, on a le prêt d'un chalet et dans ce chalet, on peut vaper et faire tester les bénéficiaires, que ce soit le matériel ou les liquides. Quand on est intervenu, par exemple, dans le cadre du mois sans tabac, pareil, ils prenaient les dispositions de manière à ce qu'on puisse vaper à l'endroit où on était sans que ça pose de problème de quelque sorte. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas, dans une structure hospitalière, il va y avoir des règles. Actuellement, la vape du cœur avec l'EDUS travaille sur un groupe de travail justement pour l'HST, l'hôpital sans tabac. Donc il va y avoir des aménagements qui vont être faits pour prendre en compte la vaporisation en outil de réduction des risques. Donc ils commencent vraiment à l'accepter suite aux actions qu'on a menées pendant le mois sans tabac, où les médecins ont pris conscience qu'en fait la vaporisation avait un très fort potentiel dans la réduction des risques, notamment en la combinant avec les autres moyens
de substitution nicotinique. Donc là, on commence à être accepté. Et a priori, d'après ce qu'on a pu lire, il y aura peut-être des mesures qui permettraient aux gens qui sont hospitalisés pour des longues durées et dans une chambre individuelle de pouvoir vaper dans leur chambre, par exemple. Parce que là, il y a des documents qui sont sortis, notamment émanant du RESPAD, je Oui, crois, exactement. avec des recommandations très très claires, avec Oui. même des tableaux à 2 entrées, différents cas. Je suis hospitalisé, je ne peux pas sortir de ma chambre, je suis seul dans ma chambre. A priori, moi j'ai lu, je pourrais avoir le droit de vaper, c'est ça? Voilà, complètement. Dans la mesure où il faudra avoir un dispositif qui n'émet pas trop de vapeur, à éviter les liquides qui pourraient déranger. Donc en étant discret quand même dans son utilisation, mais il y a des moyens d'avoir des aménagements. D'accord, donc de spécifier certains cas pour le Voilà. vapotage en milieu hospitalier, en service de Exactement. santé. Ouais, d'accord. Nathalie, là-dessus, sur le vapotage dans les lieux publics, au-delà de Sovap, tu écris aussi dans le Vaping Post, etc. Le point vraiment sur la réglementation, on en est où quand Frédéric nous parlait des décrets, ça va sortir quand? Tu sais ça exactement? Quand est-ce qu'on va vraiment être fixé là-dessus? Ben, non, on ne sait pas. Pardon. C'est toujours en discussion, notamment dans le groupe de travail vapotage qui s'est ouvert à l'issue du sommet de la VAP l'année dernière. Et donc c'est encore un sujet ouvert. C'est un sujet qui va être abordé au prochain sommet de la VAP entre les différents intervenants et aussi la Direction générale de la santé. Donc c'est un point qui est ouvert. Aujourd'hui, voilà, c'est encore possible. On peut peut-être espérer aussi qu'ils ne vont pas se dépêcher trop de faire des décrets, à moins, parce que finalement, on est aujourd'hui dans un statu quo. Hein. Il y a de nombreuses lois qui n'ont pas de décret d'application et qui restent un peu suspendues. Ça va peut-être être le cas aussi. Voilà. Alors, ce vapotage dans les lieux publics, Frédéric, au niveau de l'EDUS, c'est quand même un de vos gros sujets. Vous en êtes où au niveau de l'EDUS? Vous regardez passer la réglementation comme ça et puis vous actez? Ou vous avez, je ne sais pas, en projet de contrer ça? Si oui, jusqu'à où? Quels sont vos souhaits en fait? Qu'est-ce que souhaiterait l'EDUS en termes de positionnement en tant que consommateur, prévention des risques, etc. Que souhaite l'EDUS et comment se positionne l'EDUS par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des projets par rapport au vapotage dans les lieux publics? Il est clair que nous défendons une vape libre, dans le sens où c'est la seule manière que nous avons, nous, pour réduire les consommations de tabac, notamment au sein des entreprises. Et si le décret d'application de la loi nous impose de ne pas vaper à l'intérieur des lieux publics, des lieux de travail notamment, nous attaquerons et nous aurons les moyens d'attaquer ça, le décret d'application. Nous attaquerons. Donc là, l'idée, oui, l'EDUS, là, c'est ce que tu nous dis, c'est clair. Si ça ne change pas tel que ça est écrit aujourd'hui, l'EDUS va bouger là-dessus. Clairement, oui. Clairement, oui. Clairement, oui. Parce que, Michael, au niveau des boutiques de vapotage, ce sont des lieux publics confinés. Comment vous voyez les choses en fait au niveau de la FIVAP? Est-ce qu'aujourd'hui ça reste sous le coup de la réglementation dans une entreprise, mais demain peut-être que la loi telle qu'elle est écrite, elle va tout simplement interdire de vapoter dans les boutiques, non? Non, pour le moment, les négociations qu'on a pu avoir avec la Direction générale de la santé, il n'y a pas d'interdiction prévue dans les magasins, en tout cas pour l'utilisation de la cigarette électronique. On a quand même la chance en France d'avoir un organisme de santé qui s'intéresse à ce produit de très près et qui considère que c'est effectivement une voie de sortie aujourd'hui pour les fumeurs, donc avec une alternative. Donc non, il n'y a rien de prévu à ce sujet-là. Après, ce qu'on peut dire, nous, sur la partie vapotage dans les lieux publics, c'est qu'on ne peut pas... On peut pas avoir un discours rationnel vis-à-vis de ça, vu qu'on est professionnel, on n'est pas philanthrope, on gagne de l'argent. Donc évidemment, vapoter dans les lieux publics, pour nous, c'est très intéressant. Mais j'ai envie de dire, après, chacun son boulot. C'est-à-dire que si on commence à intervenir, nous, auprès d'instances, pour commencer à défendre un bout de gras, finalement, parce qu'on est professionnel, on ne peut pas être crédible. Donc, oui, mais on est quand même dans une situation, on en parlait hier avec Jean-Philippe au Québec, où
quand un consommateur, un fumeur rentre dans une boutique, la première des choses qu'il va avoir à faire, c'est simplement d'essayer le matériel, de comprendre comment ça marche, essayer le matériel, de voir ce que ça fait, est-ce que ça pourrait me convenir, pour choisir le matériel. Ensuite, choisir le taux de nicotine, quelque chose de très très important, choisir la saveur, donc l'action finalement de vapoter dans une boutique est concomitant à l'action de dire je vais tenter de switcher, passer de la cigarette à la cigarette électronique. Donc c'est quand même un point, même si tu peux dire ça peut être juger parti, mais à un moment donné ça se défend quand même. Hormis le problème de santé publique qui peut être défendu effectivement par des professionnels, mais qui est plus défendable aujourd'hui par des associations comme la VAP du Cœur et IDUS et SOVAP, nous, ce qu'on défend, c'est aussi une industrie, c'est des emplois. C'est dire, voilà, si aujourd'hui le consommateur rentre en magasin, il ne peut plus tester les produits, c'est clairement la mort de la VAP. Et la mort de la VAP, ça signifie aussi la mort des professionnels. Parce que derrière, effectivement, il y a une industrie qui s'est développée, il y a des emplois, il y a des gens qui travaillent, il y a des choses qui sont faites sérieusement. On fait des études régulièrement, on apporte des études scientifiques, on ne montre pas de blanche sur toute la partie déclaration, sur la partie matérielle. Je crois que la France est un très très bon exemple en la matière. Donc nous, c'est l'économie, quoi. C'est la vente. On peut se défendre là-dessus. On n'est pas une association de consommateurs. Donc si on arrive avec des arguments consommateurs, on n'est pas crédible. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'État français, en fait, nos organismes ont été habitués à rencontrer des gens comme l'industrie du tabac, qui leur ont montré patte blanche, qui leur ont montré mondes et merveilles au départ, et qui finalement par derrière leur ont fait à l'envers avec des millions de morts. Donc si tu veux, même si on peut reconnaître que la cigarette électronique est moins dangereuse que la vape, ce qui est une certitude, aujourd'hui, on ne peut pas pour autant faire toutes les levées de doute pour le moment. C'est un secteur qui est très jeune. Les négociations ont bien avancé grâce au premier sommet de la vape qui a eu lieu l'année dernière. Elle continue à avancer dans le bon sens. Il y aura des futures circulaires normalement aussi cette année. Donc, je pense que notre argument à nous, le premier, en tout cas qu'on peut défendre en tant que professionnel, c'est déjà l'argument économique et la protection de nos entreprises. Ça, Stéphane, tu confirmes, j'imagine, ce besoin, cette nécessité, quand quelqu'un ne connaît pas du tout la cigarette électronique, d'essayer, tout simplement. Complètement, parce que en fait, l'avantage de la vaporisation, c'est qu'au-delà de l'addiction à la nicotine dans le tabagisme, il y a la gestuelle, il y a la sensation, et c'est ce que permet d'apporter la vaporisation. Et il faut que la personne essaye, il faut aussi l'aiguiller au début, la guider, parce que c'est pas aussi simple que de sortir une clope d'un paquet de clopes et de l'allumer. Il faut connaître quelque chose au niveau technique de l'utilisation et surtout appréhender l'outil. Apprendre à l'apprivoiser, bon, ça prend quelques minutes, mais la personne a besoin d'être accompagnée et de tester pour se rendre compte, parce que c'est le meilleur moyen pour la personne de se rendre compte que finalement, c'est pas si éloigné en termes de sensations et que ça peut justement être quelque chose de bien, même de largement mieux par rapport aux moyens classiques de substitution, que ce soit les gommes à mâcher ou les patchs. Il n'y a pas cette sensation de plaisir et cette sensation de gestuelle. Et c'est ça qui manque aussi aux fumeurs avant tout, quand ils essayent d'arrêter par des autres moyens. Donc la vaporisation, c'est vrai que là-dessus, on a le plaisir. Et le plaisir, ça contribue largement à l'arrêt, quoi. Alors justement, au niveau de la vape du cœur, avec toutes les actions que vous menez, etc., moi je me souviens, il y a quelques mois, il y avait quand même des peurs au niveau de votre association de simplement savoir si vous alliez pouvoir continuer à vivre, justement pour les questions de propagande du produit. Comment ça s'est passé déjà au niveau de vos interlocuteurs sur le terrain et comment ça se passe aussi avec les autorités de santé finalement? Est-ce que vous avez réussi à expliquer ce que vous faites, comment vous le faites? Est-ce que vous avez d'une certaine manière une sorte d'autorisation pour faire les choses? Est-ce que vous vous sentez dans la loi, hors la loi? Comment vous vous situez par rapport à tout ça, justement par cette question de propagande? Alors nous, à ce niveau-là, en fait, quand on est allé à la DGS, on a clairement exposé notre position au niveau de la DGS, notamment le fait qu'on faisait de la distribution gratuite de matériel et de liquide qui venait soit de dons de professionnels, soit de particuliers, et qu'on formait aussi des personnels médicaux à l'utilisation de manière à ce qu'ils puissent prendre l'intérim entre deux interventions. Et a priori, la DGS était assez ouverte là-dessus parce que on ne fait pas de commerce.
Donc le fait qu'il n'y ait pas de commerce, on ne fait pas de pub, on ne parle pas des marques. Après, on va avoir pléthore de produits. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'action qu'on mène dans le sens où on va s'adresser aux personnes qui ne feraient pas la démarche parce qu'elles n'en ont pas les moyens de pouvoir tester la vaporisation pour arrêter la cigarette. Sachant que quand on est allé à la DGS, on a quand même eu une infirmière d'Ambroise Paré qui est la responsable Qui est venu avec vous? Qui est venue avec nous pour nous appuyer. Elle avait aussi des chiffres, chose que, bon, en général, les fonctionnaires apprécient, notamment au ministère de la Santé, parce qu'on avait quand même du concret à leur montrer. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que la DGS a demandé à cette infirmière de se rapprocher de son comité scientifique, de manière à établir un protocole par rapport au travail qu'on effectue là-bas conjointement, et que ce protocole serait appliqué après dans l'ensemble des hôpitaux en France, quoi. D'accord, donc vous avez un accueil plutôt favorable des Voilà, services de nous, ce qu'on santé a demandé, c'est en fait d'avoir une circulaire de manière à nous protéger tant, nous, dans notre mission, que les personnels médicaux. Et la DGS nous a dit clairement que déontologiquement, ils ne nous attaqueraient pas et que leur service juridique allait plancher justement là-dessus de manière à pouvoir au moins établir une dérogation dans ces cas-là, quoi. pour vous protéger. Voilà, exactement. D'accord. Parce que ça, Nathalie, c'est des questions qu'on s'est posées énormément au moment de l'action de Sovap. Une action recours qui était sur l'ensemble de l'article concernant la publicité indirecte et la propagande, une définition qui était complètement floue. Et si je me souviens bien, dans le recours, c'était écrit texto, noir sur blanc, la problématique pour un médecin, tout simplement, face à son patient, de savoir est-ce que j'ai le droit, en tant que médecin, de dire à mon patient essayez la vape. Donc, l'article de loi disait que la publicité et la propagande, directe ou indirecte, pour les produits du vapotage sont interdits. Donc le terme de propagande, on l'a regardé, c'est pas du tout défini juridiquement. Donc c'était un peu difficile à appréhender. Certains professionnels avaient contacté des avocats et on a bien compris que c'était très flou. Et à un moment, donc, on s'est lancé aussi pour savoir ce que ça voulait dire. Donc on a pris un cabinet d'avocats, disons, assez réputé, qui a analysé toute la question et il a confirmé le fait que c'était extrêmement flou, cette notion, qu'il existait une insécurité juridique. Alors certes pour les professionnels, mais aussi pour les consommateurs, les blogueurs, enfin toute personne qui est amenée à parler de la vape. Un professionnel de santé qui parlerait de la vape en public en disant c'est bien pour les fumeurs, allez-y, etc. Il est en train de faire de la propagande. Donc théoriquement, il fait face à une insécurité juridique. Donc c'était voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Donc on peut penser que les autorités de santé, je pense au ministère et à la direction générale, ils vont pas probablement, enfin tant qu'on n'est pas dans la publicité indirecte et qu'on n'est que dans de la propagande de cette nature et générale, ils vont pas bouger. Ils auraient déjà bougé d'ailleurs. Mais le danger, ce que nous on avait identifié, c'est que ça ne vient pas que d'eux, parce que c'est une loi. Donc n'importe qui peut se saisir de la loi et attaquer. Or, la jurisprudence sur le tabac, c'est celle qui était applicable, qui est applicable, et elle est quand même assez sévère, hein. Est-ce que suite justement à ce recours, là je pose la question un petit peu à tout le monde, à toi en premier, est-ce que tu penses que ça a pu infléchir un certain nombre de positions au niveau des autorités de santé, ou au moins leur ouvrir un petit peu les oreilles et se dire ah, on a peut-être un problème, on est peut-être allé un peu trop loin, on n'est peut-être pas assez clair. Est-ce qu'il y a plus d'écoute finalement? Alors clairement, il y a plus d'écoute aujourd'hui. Ils ont compris que, parce qu'ils ont contesté la définition de la propagande qui n'est pas définie mais que faisait notre avocat, parce qu'il avait repris texto la définition du Larousse en disant l'absence de... Alors, et c'est assez terrible hein, comme définition, c'est vraiment, on peut rien dire, quoi. Et donc, partant de là, ça leur a quand même fait tilt et ils ont, dans certaines réunions, commencé à apporter effectivement un peu de recul par rapport à ce que c'était. Ils ont engagé des travaux, ce qui n'était pas prévu puisque l'article sur la publicité ne prévoyait pas de décret. Donc, ils engagent des travaux et une réflexion sur ce sujet et qui va se poursuivre et on espère aboutir dans les semaines, dans les mois à venir. Parce qu'on
pendant des années, quand même, l'ambiance au niveau des forums, même les salons, enfin tous ces endroits où les vapoteurs et les professionnels pouvaient se croiser, il y avait quand même une sensation de trouver porte close au niveau des autorités. Est-ce que là, depuis quelques mois, au niveau de tout le monde, est-ce que vous n'avez pas l'impression que quand même les choses ont un petit peu évolué et qu'il y a possibilité maintenant, et il y a un vrai dialogue qui s'est quand même établi, même si on n'obtient pas tout ce que l'on veut dans un premier temps, et on va y venir tout de suite, mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a quand même pas passé une période où on était derrière la porte, on frappait, personne ne répondait, et aujourd'hui les portes se sont ouvertes, on est quand même assis, on a les gens en face de nous, et on peut déjà discuter. Au niveau des professionnels, Michael? Alors moi, sur ce sujet-là, ce que je peux dire, c'est qu'il est très politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a réussi à ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a tout simplement une espèce de problème juridique en fait, sur cet aspect de propagande. L'autre souci, c'est que la DGS, elle, reçoit ses ordres du ministère de la Santé et peut influer sur une loi qui est déjà promulguée et donc faire une circulaire pour pouvoir apporter quelques modifications à la marge, mais ne peut pas modifier la loi. Donc le calendrier veut que, malgré tout, on soit obligé d'attendre les nouvelles élections présidentielles et la nouvelle réorganisation de la Direction générale de la santé pour pouvoir faire une modification de la loi sur ces aspects de publicité et de propagande. Donc oui, on peut considérer en ce moment, vis-à-vis du retour des professionnels, vis-à-vis des fabricants et de la publicité qu'on peut voir sur la cigarette électronique qui est quand même aujourd'hui présente, on ne peut pas dire qu'elle a 100% été effacée, qu'il y a une espèce d'assouplissement, manifestement. Donc il n'y a aucun texte qui peut l'attester, mais c'est vrai que si on regarde, on voit qu'il y a une espèce d'assouplissement, une espèce de tolérance. Je pense que cette tolérance aura lieu jusqu'aux prochaines élections, et je pense sincèrement qu'après on pourra relancer le débat sur une modification de la loi. Mais en l'état actuel des choses, on ne peut rien modifier avant cette échéance. Là, au niveau de l'EDUS, Frédéric, je te pose la question parce que l'EDUS, c'est vraiment l'association qui a été créée en 2013. Donc maintenant, ça fait 4 ans. Vous êtes passé du statut d'association qui démarre, etc., en allant toquer à la porte. Au bout de ces 4 ans, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'EDUS, vous pouvez, entre guillemets, décrocher le téléphone? Est-ce que vous avez des réunions, des contacts? Est-ce que vous avez une sensation, surtout qu'il y a plus d'écoute? Alors clairement en 2013, le produit n'existait pas. Pour les autorités de santé, notamment, nous n'existions pas. Nous toquions à la porte, nous grattions à la porte, nous avions invité plusieurs fois, nous avions plusieurs fois demandé à être entendus. Bien évidemment, il y avait eu un mur en face. Effectivement, ça s'est débloqué l'année dernière et nous sommes maintenant dans le groupe de travail de la DGS. Nous sommes sur le comité de PNRT, du Plan national de réduction du tabagisme, et nous avons un siège. Et en ça, effectivement, les vapoteurs, les utilisateurs et la cigarette électronique maintenant existent. Et ça, c'est quand même quelque chose de très positif. Quant à avoir une ligne directe, quand même pas. Nous avons le mail, déjà, c'est pas mal. Et, Stéphane, au niveau de la vape du cœur, ça fait pas très longtemps finalement que vous êtes en contact avec les DGS. Comment ça s'est passé? Ça a été facile? Ça a été compliqué? Ça a été facile, mais ça a été de toute façon à la base initié par le premier sommet de la vape, qui a permis en fait d'ouvrir le dialogue. Et ensuite, nous, ce qui nous a aidé, c'est les opérations du mois sans tabac. C'est là qu'en fait les médecins ont pris conscience de l'efficacité de la vaporisation, qu'ils avaient tendance à bouder plus ou moins. Enfin, c'était assez mitigé en fait. Et maintenant, ils prennent vraiment conscience de par les résultats qu'ils ont réussi à avoir pendant ce mois sans tabac. Ils voient que leurs résultats sont plutôt positifs. Et ça réveille les consciences. Et je sais que nous, notamment au niveau de la vape du cœur, toutes les opérations qu'on a menées dans les centres hospitaliers, dans les XAPA ou dans les CARUD, la globalité veulent continuer à travailler avec nous et mettre en place des conventions de manière à pouvoir perdurer dans cette action. Donc ça a permis aussi justement d'avoir un dialogue beaucoup plus, avec un peu plus de poids au niveau de la DGS sur nos actions et de demander justement d'avoir une dérogation pour être tranquille, tant nous que les personnels médicaux associatifs
qui vont prendre la relève quand on les aura formés et qui vont continuer à gérer en fait leurs actions de manière autonome. Donc là, pour résumer un petit peu cette première partie, on peut constater quand même qu'on a passé une sorte de jalon à 2 niveaux, c'est-à-dire premièrement, toutes ces réglementations que l'on voyait arriver, les lois, etc., c'est passé. Maintenant, c'est écrit. Alors, il reste des nuances avec les décrets, etc., mais en tout cas, les choses sont un petit peu figées. D'une part. D'autre part, les associations, là il y a 4 associations qui ont des natures différentes. On se rend compte que toutes les associations peuvent discuter au moins avec la Direction Générale de la Santé. Il y a de l'écoute, il y a des contacts qui sont pris. Donc aujourd'hui, comme tu disais Frédéric, on existe. Comme tu disais Mika aussi, c'est un produit qui est là, qui est réglementé. Donc de toute façon, il est là et ne bougera plus. Donc il y a du contact, donc c'est déjà des grands pas qui ont été faits finalement en assez peu de temps. Ça s'est déclenché avec cette réglementation qui s'est mise en place. Donc aujourd'hui, tu nous le disais Frédéric, il y a des choses qui ne vont pas. J'aimerais qu'on fasse le tour sur les choses qui ne vont pas et au niveau de chaque association, qu'est-ce que vous comptez faire là dans les mois, voire les années à venir, parce qu'il y a peut-être certaines problématiques qui ne sont pas liées seulement à la réglementation française, mais qui sont liées à la réglementation européenne, qui doit être transférée sur la France, etc. Comment vous voyez les choses? Donc au niveau de Frédéric, au niveau de l'EDUS, c'est cette problématique des lieux publics, on en a parlé tout à l'heure, donc peut-être repréciser exactement quelles actions, pourquoi, comment, avec quels objectifs vraiment précis. Comment vous voyez les choses en termes de VAP dans les lieux publics? Qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement? Puisque vous avez, je dirais, en face de vous, on a tous en face de nous les associations anti-tabac qui, elles, stigmatisent totalement la VAP. Ils n'en veulent pas du tout, par exemple. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on est complètement manichéen et on veut la VAP ouverte n'importe qui, n'importe où, etc., ou on interdit complètement tout? Est-ce qu'il y a un juste milieu? Qu'est-ce que veut l'EDUS exactement là-dessus? Clairement, à l'opposé effectivement des associations anti-tabac, nous prenons une VAP libre. Et dans cette liberté, effectivement, la liberté de vaper, globalement, quel que soit le lieu. Alors effectivement, ce sera forcément, ce qui sortira de ces négociations, sera forcément quelque chose qui sera entre le tout noir, on interdit tout, et le tout blanc, on est libre partout. Ça, on le sait. Pour négocier, il faut que chacun avance. Pour l'instant, on n'a pas encore cette négociation, clairement. Mais aujourd'hui, vous avez des objectifs qui sont clairs. Hier, je discutais avec un vapoteur qui me disait ah, je compte venir au sommet de la vape, mais est-ce qu'on aura le droit de vapoter dans la salle? Je lui dis non, a priori, on n'aura pas le droit de vapoter dans la salle parce que c'est simplement la réglementation du CNAM qui l'impose. Et il me dit je viens pas. Je fais oui, mais bon, c'est un petit peu compliqué parce que de toute façon, il faut bien se rendre compte que probablement, on n'aura pas le droit de vaper partout, n'importe comment, quoi. Mais où est-ce qu'il faut placer exactement le curseur en tant qu'association EDUS? Où est-ce que vous placez exactement le curseur pour dire c'est ça qui est raisonnable, qui va à la fois faire respecter la liberté pour les gens et à la fois ne pas dépasser certaines bornes? Parce que c'est assez compliqué quand même. Hein. C'est même carrément subtil. On n'a pas une réponse claire là-dessus. C'est du bon sens. Il est évident qu'on va pas vaper comme des cochons, c'est le terme. Et bon, chez les vapoteurs, ils me comprendront. On va pas se mettre à faire ce qui s'est passé hier soir dans un vapéro, à enfumer complètement un restaurant, où des gens essayaient de faire des photos d'un anniversaire, où on voyait même pas la personne qui fêtait son anniversaire, quoi. C'est du bon sens. Nous, en tant qu'association, oui, on le voit clairement ici. En tant qu'association, on n'a pas de curseur. Chacun doit pouvoir maîtriser sa vape. Après, ce qui leur sortira en termes de loi, effectivement, ce sera une négociation entre le rien et le tout. Est-ce que la charte qui avait été écrite il y a 2 ou 3 ans est un point de repère qui est encore aujourd'hui pérenne? C'est tout à fait pérenne. C'est une base de départ de travail, effectivement. Sur lequel nous nous engageons à discuter, bien évidemment. Donc ça, c'est les lieux publics, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres actions au niveau d'autres choses qui ne vous conviennent pas au niveau de l'EDUS, des projets, de dire à nous, il faudrait changer ci vis-à-vis du point de vue des consommateurs?
il y a deux choses à considérer. Il y a la partie française, l'application française des lois, entre les lois santé, entre autres justement ces régulations de vapotage dans les lieux publics, et l'application de la directive européenne. La directive européenne sera peut-être rediscutée d'ici 2020. Il y aura une phase 2, on va dire. Là, nous sommes en relation avec les autres associations européennes de consommation de nicotine. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudra essayer d'intervenir. Mais pour l'instant, on n'a pas de vision plus lointaine que ça. En termes très concrets, Michael, toi tu disais tout à l'heure, on n'est évidemment pas tout à fait satisfait de la réglementation telle qu'elle est écrite. Quels sont les points particuliers sur lesquels les professionnels voudraient, souhaiteraient ou ont déjà décidé d'agir? L'une des priorités, ce sera la contenance. 10 millilitres, 20 mg, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de consommation pour moi et un vrai problème budget et comment dire, un potentiel risque de voir des utilisateurs revenir au tabac parce qu'ils sont systématiquement en fait, obligés d'investir dans des flacons. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi, est-ce que tu sais pourquoi les flacons sont limités à 10 millilitres, à 20 mg de nicotine par millilitre par flacon? Pourquoi on est sur ces 10 millilitres alors que quand on a du 3 mg, pourquoi ça ne serait pas 30 millilitres, etc. Quelle est la logique en fait du C'est censé être une bienveillance toxicologique en fait sur la dose de nicotine potentiellement absorbable par un vapoteur. Donc c'est quelque chose qui a été pseudo-calculé par la Direction générale des fraudes, donc la DGCCRF, donc, et qui a été ensuite recommandé par la NSM en fait. En 2011 auprès de l'Assemblée nationale. Donc c'est quelque chose qui remonte à 2011 en fait. Ça c'est une législation française, ça vient pas de la TPD ça? Alors ça vient de la TPD, mais à la base c'était déjà en France en fait qu'on faisait la limitation du taux de nicotine, à savoir les 20 mg. Ensuite le 10 ml était le produit le plus répandu lorsqu'il a été mis sur le marché aux alentours de 2011, sachant qu'après on a eu une effervescence en 2013 et ensuite les grosses contenances qui sont arrivées. Et il n'y a pas de raison logique. Il n'y a pas de raison logique, à mon sens, aujourd'hui, pour pouvoir limiter tout simplement la nicotine dans les flacons. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Après, le deuxième élément qui pèse aujourd'hui jusqu'à la réévaluation de cette directive, c'est la potentielle taxe que demande l'Europe sur les produits de la vape. Et ça, aujourd'hui, on est très actif en fait, à la FIVAP avec des déplacements réguliers à Bruxelles et des déplacements aussi réguliers aux États-Unis dans le cadre de l'ISO-VAP, donc, qui rentrent dans l'ISO-tabac, de manière à protéger en fait, au maximum les intérêts des professionnels et des consommateurs, pour le coup, sur cette potentielle taxe en fait, qui pèse au-dessus de notre tête. Donc c'est la potentielle taxe. Donc là, on se retrouve de nouveau dans une situation où oulala, il y a quelque chose qui risque d'arriver et il faut faire attention. Et peut-être que là, maintenant, le fait d'avoir les contacts, ça permet peut-être de faire plus de prévention par rapport à ça. Mais on a en gros quelque chose de nouveau qui nous pend au nez, quoi. En fait, on a systématiquement des missives qui sont lancées. On en a une sur les taux de nicotine, on a une sur le DAI, donc, qui avait été publiée l'année dernière, disant « oulala, attention, le DAI, c'est super dangereux, les gens ils mélangent les trucs, ils ont des gros modes, ils balancent des gros nuages, il faudrait peut-être réglementer ça ». Donc il y a eu cette discussion-là qu'on a réussi à contrecarrer avec la Direction générale de la santé, les informations qu'on a réussi à refaire monter à l'Europe en fait. Et ensuite, effectivement, il y a toujours cette notion de taxe. Mais pour le moment, on est assez confiant en fait, parce que la taxe va plutôt concerner des pays d'Europe en fait, qui n'auraient pas le même modèle économique en fait, que celui de la France, sachant que nous, déjà, notre première taxe, c'est la TVA. Donc c'est un produit qui est déjà taxé à la base. Donc en plus, il y a les déclarations des fabricants, donc avec les taxes, les notifications, 295 € par produit, plus ces 120 € de renouvellement, plus ensuite toutes les analyses qui doivent être faites. Donc si après, par-dessus ça, on rajoute encore une taxe supplémentaire, déjà, la première question pour nous, c'est la taxe, il faut la justifier. Il sert à quoi le financement? Par exemple, pour donner un exemple concret, dans le cadre des 295 € et des 120 € qui sont utilisés, c'est l'ANSES qui les utilise, qui a fait du recrutement pour pouvoir faire l'enregistrement des produits, le contrôler, aller ensuite voir les professionnels, s'assurer que ce qui est déclaré est bien fait. Donc on a déjà en fait une logique d'utilisation de cet argent qui est taxé. Mais
cette taxe supplémentaire, pour le moment, elle n'a rien de justifié. Donc pourquoi on taxerait de manière confiscatoire? C'est inacceptable. Donc là, c'est un combat peut-être sur lequel toutes les associations peuvent se rejoindre, parce que là, quand on parle d'une taxe, ça retombe directement sur le consommateur, non? Là, par exemple, au niveau de la vape du cœur, vous donnez les produits pour justement aider les gens qui sont démunis et qui n'ont pas les moyens de payer peut-être le premier ticket. C'est facile, un paquet de clopes, hein, comme on dit tout le temps, on s'achète un paquet de clopes au jour le jour, et quand on est vraiment démuni, on va trouver, gratter les quelques euros, quitte à ne pas manger parfois. Moi, c'est ce que m'avait dit Hichem la première fois qu'on avait parlé de la vape du cœur ensemble. Par contre, c'est vrai que pour passer à la vape, il faut mettre 40, 50 euros dans du matériel, un petit peu de liquide, etc. Il y a un espèce de ticket qui fait une sorte de barrière à l'entrée, et la vape du cœur, justement, aide à ça, mais de toute façon, la vape du cœur ne donne pas, j'imagine, les liquides à vitam aeternam aux consommateurs, ou peut-être que si, je ne sais pas, sur certains cas. Disons que tant que la personne a des faibles revenus, qu'elle n'est pas imposable ou qu'elle est au RSA, on va lui fournir des liquides. Vous pouvez fournir le liquide pendant plusieurs années s'il faut. Parce que si on arrêtait, de toute façon, la personne retournerait fatalement dans le tabagisme, et ça serait... Mais d'une manière générale, le fait de dire le fait de dire la vape aide à arrêter de fumer, cette idée de se dire tiens, il y a une taxe supplémentaire, on ne sait même pas à quel niveau. Est-ce que tu trouves ça logique à un moment donné de créer du frein comme ça aux gens en disant tu vas arrêter de fumer mais tu vas payer plus, quoi? Parce qu'en fait, ça pénalisera les entreprises. Si ça pénalise les entreprises, ça nous pénalisera forcément, parce qu'au niveau des dons, il y aurait moins de dons ou moins d'entreprises, parce que ça peut aussi mettre des entreprises sur les genoux. Nous, on fonctionne aussi avec les particuliers, mais de toute façon, comme ça aura un impact sur tout le monde, fatalement, ça nous impacterait, quoi, de toutes les manières. Parce que très concrètement, quand vous offrez les produits, quand vous faites découvrir, etc., ce sujet du coût de la vape, c'est une réalité? Parce que moi je dis ça, c'est un frein, mettre 50 euros, c'est vraiment une réalité? C'est le retour du terrain que vous avez? J'ai jamais essayé parce que ça me coûtait trop cher au départ? Oui, parce que c'est un investissement au départ. Et en fait, les gens, bien souvent, ont des revenus tellement faibles qu'ils ont à peine de quoi subsister. Donc, investir 50 euros, c'est énorme pour eux. Alors que quelqu'un qui est inséré dans la société, qui a un travail, qui a un logement, ça ne va pas être trop un sacrifice. Quelqu'un qui a un RSA, qui a 400 euros par mois, qui a 2 enfants à nourrir, c'est pas la peine, quoi. Il ne pourra pas. Donc c'est là que prend toute la pertinence de notre action, sachant que nous, en général, quand on est dans les hôpitaux, on travaille sur des dossiers médicaux, avec des dossiers médicaux, donc les gens ont quand même un suivi de manière à pérenniser l'action. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas du matériel et on les largue dans la nature, et puis il n'y a aucun suivi, et ça ne serait pas viable. Donc ce qui est important, c'est aussi de les accompagner jusqu'à ce qu'ils acquièrent leur autonomie. Après, s'ils retrouvent un travail ou s'ils arrivent à améliorer leur situation, là, effectivement, on arrêtera d'intervenir pour se concentrer sur les gens qui sont encore dans le besoin de nos actions, quoi. D'accord. Donc les 10 millilitres, les taxes, là, il faut vraiment faire attention. Nathalie, au niveau de cette question de la propagande et publicité, pour refaire rapidement l'histoire, Sovap avec d'autres associations, RESPAD, SOS Addiction, Tabac et Liberté et Fédération Addiction, déposent un recours. Ça met un petit peu le feu à la DGS, échange, dialogue, décision commune finalement des deux parties de dire ok, on va pas se faire la guerre et on va plutôt entamer un dialogue. Mais aujourd'hui, quels sont les objectifs clairs définis par Sovap et avec ses différents partenaires? Qu'est-ce que vous voulez obtenir par rapport à cette réglementation sur la propagande, la publicité directe, indirecte? Où est-ce que vous situez, comme je posais la question à Frédéric, le curseur? C'est quoi l'objectif clair? Clairement, à terme en tout cas, c'est d'en finir avec l'interdiction de propagande, de pouvoir parler tout à fait librement de la vape, pouvoir parler de la réduction des risques en toute liberté et sans craindre quoi que ce soit. Sur la question de la publicité, c'est un peu plus délicat et on est un peu plus dans les professionnels. Donc l'objectif, c'est quand même d'ouvrir la porte.
Par contre, il faut probablement encadrer la publicité sur le vapotage. Voilà. Parce qu'il y a différentes formes de publicité. On voit Alors oui, il y a au différentes... Royaume-Uni, on Oui. voit des smoking center services, Voilà. smoking services qui font de la publicité dans les rues par voie d'affichage en disant à la population switch to vaping. Donc ça, c'est de la publicité parce qu'il y a de l'achat d'espace, il y a de l'achat média. L'annonceur, c'est une association. Je ne sais pas exactement comment ils sont financés, si c'est gouvernemental ou pas. C'est encore autre chose, mais ça rentre dans le champ de la publicité, clairement. Ouais, moi je vois ça plutôt dans le champ de la propagande, mais enfin, parce que la publicité, c'est un objectif commercial de vendre. Là, ils n'ont pas d'objectif de vendre des produits, de vendre des liquides. Leur objectif, c'est une campagne de santé publique en réalité. Donc en Angleterre, les autorités de santé sont clairement en faveur de la vape. Ils encouragent extrêmement clairement les fumeurs à passer à cette alternative à moindre risque, et le discours, il est sans ambiguïté. Donc on voit naître localement, parce que ce n'est pas encore non plus national, mais dans les Stop Smoking Service, qui sont des agences d'aide à l'arrêt du tabac, on n'a pas ça en France, hein. Ce sont des centres gratuits qui aident les gens à arrêter de fumer, ce qui a aussi beaucoup concouru à la baisse du tabagisme au Royaume-Uni. Ça s'est accéléré depuis 3 ans, depuis qu'ils encouragent le vapotage. Et donc, il y a certains de ces centres qui prennent des initiatives. Notamment, ça a démarré aussi avec leur équivalent du mois sans tabac. Et donc, on a vu effectivement des affiches. Time to switch, c'est le moment de changer. Et on voit des photos de dispositifs de vapotage pour encourager les gens à aller vers la vape. Donc le discours là-bas, il est extrêmement clair. Mais ça, moi, je le placerais plutôt dans la propagande pour les produits du vapotage, enfin tel que c'est formulé en France, et pas de la publicité, parce qu'ils ne cherchent pas à vendre. Ils cherchent à encourager les gens à choisir une solution beaucoup moins risquée que le tabagisme. Et du coup, alors, bien compris là-dessus, et du coup, la publicité purement Alors- et simplement pour les produits du vapotage, Alors- comment se situe Sovap là-dessus? Je vais poser la question à toutes les associations pour avoir vraiment ce sentiment sur faut-il faire de la publicité? Si on doit la faire, doit-elle être réglementée, limitée? On a des exemples avec le tabac où c'est la prohibition totale, interdiction de publicité, enfin, le partenariat, quoi que ce soit. On a par exemple l'alcool qui peut peut-être être un point de repère à un moment donné parce qu'on voit des publicités pour l'alcool, mais il y a une réglementation qui est très stricte. Qu'est-ce que souhaite Sovap là-dessus? Puis on va faire le tour de toutes les associations pour dire est-ce qu'il faut faire de la publicité, autoriser la publicité pour les produits de vapotage, publicité là commerciale? Il faut être cohérent, hein. Si on dit que c'est un produit qui est peu dangereux, qui apporte à la santé publique, où est l'intérêt d'interdire la publicité pour ce produit? Alors on dit il n'est pas, il y a un terme consacré, il n'est pas tout à fait innocent. Enfin, c'est pas un produit, il faut quand même Anodin. faire un petit peu anodin. Voilà, c'est ça. C'est pas un produit anodin. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, il faut un certain encadrement, pas inciter les jeunes qui, apparemment, néanmoins, selon les études, sont pas du tout incités, à moins qu'ils ne soient fumeurs. Après, donc c'est vrai que quand j'ai vu partout la publicité pour la logique, ça me gênait quand même. Ça me gênait, d'autant plus qu'elle était issue de l'industrie du tabac, et je comprends que ça puisse en gêner certains. Alors, il est vrai, alors en Angleterre, ils avaient fait un modèle particulièrement intéressant d'encadrement de la publicité, qui est plus à jour depuis la TPD. Alors dans ce modèle, il y avait toutes sortes de règles d'éthique à respecter, les horaires même à la télévision, les horaires de diffusion, les acteurs dans les publicités, le type de message véhiculé. Et finalement, c'était c'était juste quoi comme publicité. Il n'y avait pas de dérive, il y avait un bon encadrement et ça allait bien. J'ai l'impression qu'en France, au moment où c'était encore autorisé, on n'a pas vu tellement de dérives de la publicité pour le vapotage. On n'était pas trop dans les codes, en tout cas, de codes anciens. Voilà, donc, a priori, si c'est correctement orienté, peut-être que oui, oui, pourquoi pas. Donc l'idée au niveau de Sovap, c'est de dire oui, il faut oui. lâcher sur la publicité. Il n'y a aucune raison finalement, compte tenu du statut de la vape, de se limiter au niveau de la publicité. Il faudrait vraiment agir là-dessus. On est d'accord.
Frédéric, au niveau de l'EDUS, qu'est-ce que vous en pensez de la publicité? Il faut autoriser la publicité ou pas du tout? Bah, nous considérons que le vaporisateur personnel est un produit de consommation courante à la base. Et il aurait dû le rester. Ce que disait Michael là-dessus, c'est que maintenant, c'est un produit qui est rentré dans le cadre du tabac. Et je suis tout à fait en accord avec Nathalie sur le sujet. En tant que produit de consommation courante, ça devrait pouvoir être ouvert à publicité. Après, effectivement, une réglementation light et saine par rapport à ça, hormis me semble justifié, j'allais dire me semble justifié, non, pas forcément, mais semble raisonnable, on va dire. Quelque chose qui éviterait que, je ne sais pas, que ça attire les enfants, ce qui, de toute évidence, n'est pas le cas. Mais avec des dessins animés dessus, des choses comme ça, vous voyez, enfin bon, c'est effectivement comme l'alcool, effectivement. J'ai pas. Au niveau des professionnels, Michael, il y a une position précise là-dessus, et j'imagine peut-être avec d'autres, parce que Nathalie parlait de la logique, par exemple. Quand on remonte d'un niveau, se dire la publicité, faire de la publicité, n'importe quel commerçant, fabricant peut se dire si je peux faire de la publicité pour mes produits, c'est mieux. Maintenant, il y a la concurrence de l'industrie du tabac. Comment se positionnent finalement les professionnels en France sur cette question de la publicité? Vous la souhaitez? Vous la souhaitez pas? Je pense que le raisonnement, il peut être très simple. Jusqu'à preuve du contraire, ça tue pas la vape. Hein. C'est pas du tabac. Hein. Donc déjà, ça c'est un premier élément. Jusqu'à preuve du contraire, on s'est tous battus pour avoir une réglementation qui soit la plus souple possible, qui est encore travaillable. On a travaillé aussi avec l'AFNOR pour faire des normes, matériel, liquide, émissions. On paye des taxes pour soumettre la composition de nos produits pour qu'ils soient connus. Donc ça veut dire que ce qu'on met dans les poumons des vapoteurs demain, on saura très bien ce qu'il y a dedans. Donc non, je suis contre l'interdiction de la publicité. La FIVAP est contre l'interdiction de la publicité, évidemment. Il faut juste que ce soit une publicité de bon sens. Parler des dessins animés, des choses comme ça. Oui, évidemment, il faut faire attention. Mais il n'y a rien qui justifie aujourd'hui, sur un produit qui a fait zéro mort, qu'on interdise de communiquer dessus. Et donc, est-ce qu'il y a des projets très concrets au niveau de la FIVAP par rapport à ça? Oui, il y a des projets très concrets. C'est ce que je disais en fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est lié à un calendrier. On peut aujourd'hui, à la marge, faire changer les notions de publicité et de propagande avec une circulaire, avec la Direction Générale de la Santé, avec SOVAP, avec EDUS et avec la VAP du cœur. On peut avancer déjà sur ces premiers éléments, mais ensuite, il faudra attendre les nouvelles élections pour pouvoir entamer une nouvelle demande de changement de cette loi, de cette promulgation et de ces précisions de l'interdiction de la publicité. Maintenant, oui, effectivement, la FIVAP est contre l'interdiction de la publicité, évidemment. Et est-ce qu'au final, parce que là on parle modifier cette loi, etc., là je pose la question à tout le monde. Si je peux apporter une précision. On a une loi qui a été votée et transposée dans le droit français qui nous dit que la publicité, la propagande est interdite pour les produits de la vape. Et très étonnamment, on se retrouve avec le mois sans tabac. Le mois sans tabac a communiqué de manière un peu discrète, mais a communiqué sur les produits de la vape. Il s'est passé quoi en magasin? Il s'est passé qu'on a eu des primo-accédants. On a eu des personnes qui ont arrêté de fumer. On a eu une augmentation des ventes sur l'année dernière, sur la fin de l'année, de 30%. Et les ventes sont encore en train d'augmenter. On a fait de la publicité indirecte pour proposer aux gens en fait, une alternative pour pouvoir les aider à arrêter de fumer et peut-être à sauver leur vie. Donc c'est un exemple typique qui permet de démontrer que l'interdiction de la publicité, c'est une idée stupide pour la vape. C'est stupide. Ça, c'est ce que tu disais, Stéphane. Le mois sans tabac vous a beaucoup aidé au niveau de la vape du cœur, justement, malgré le fait qu'effectivement, on a tous trouvé que c'était très timide, l'insertion de la cigarette électronique dans les différents documents, les discours du mois sans tabac. Néanmoins, c'était quand même présent. Et c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, peut-être tu nous le confirmes. Est-ce que le mois sans tabac, le fait que dans le mois sans tabac, dans le discours officiel, on parle de la vape, est-ce que ça vous a permis d'être en terrain un petit peu plus favorable justement pour mener vos actions? Ce qu'il y a, c'est que nous, en fait, on était sur le terrain directement au contact des utilisateurs. Donc, malgré que le manque de communication, Je parle par rapport aux médecins aussi, quoi, oui, par rapport pareil, au exactement. milieu médical. Les médecins ont pu nous voir dans le feu de l'action, ont pu voir aussi qu'il y avait quand même une forte adhésion au niveau des utilisateurs.
notamment le fait qu'on soit, nous, dans des domaines hospitaliers, ça nous légitimait en termes de sensibilisation ou des craintes que pouvaient avoir les gens. Parce que quand les gens nous disaient « Est-ce que vous êtes sûr que c'est bon pour la santé ?» Nous, on leur répondait simplement « Écoutez, on est là avec des médecins. À votre avis, si c'était nocif, est-ce qu'on serait là ?» Donc ça a étayé notre discours, ça rassurait les gens, et ce qui fait que ils relâchaient un petit peu la pression et qu'ils étaient beaucoup plus ouverts à l'essai et éventuellement à l'adoption. Automatiquement, c'est à l'usage qu'ils s'en rendent compte, mais déjà, ils étaient beaucoup plus ouverts, les gens. Et ce qui a amené aussi un dialogue avec les médecins, parce que les médecins ont pris conscience qu'on n'était pas des militants purs et durs, qu'on était ouverts au dialogue et qu'on s'inscrivait en complémentarité et non pas vouloir prendre la place des substituts existants. Il faut combiner le maximum de techniques qu'on puisse utiliser et s'adapter à la personne, parce que comme chaque vapoteur est différent, chaque fumeur est différent et chaque personne doit être appréhendée d'une manière bien spécifique pour arriver à avoir une action pertinente et efficace, quoi. Donc c'est bien ce que tu dis par rapport aux médecins, quand tu dis s'il y a des médecins ici autour, ça peut pas, c'est dangereux, etc., quoi, parce qu'il y a vraiment un effet au niveau de la publicité. À partir du moment où on dit ce produit est interdit de publicité, c'est forcément que le produit il a quelque chose de louche et peu recommandable. Il y a quand même cet effet-là sur la population. Est-ce que, Michael, puis après on va passer aux questions sur le public si vous voulez, est-ce que Michael, en termes de marché, toi tu as peut-être une visibilité sur les chiffres. Moi j'ai regardé un petit peu les ventes de tabac et puis j'ai comparé avec l'Eurobaromètre, etc. J'ai constaté en faisant des calculs à peu près à la louche que de 2010 à 2014, il y a eu une baisse des ventes continue du tabac de l'ordre de moins 13,8%, donc grosso modo moins 14%, c'est quand même beaucoup. Depuis les années 2002, il n'y avait pas eu d'impact aussi fort sur les ventes de tabac. Quand on lit l'OFDT, ce n'est pas clairement identifié, c'est la prévention, etc. Or, le PNRT a commencé en 2014, donc clairement, quand on regarde l'Eurobaromètre, il y aura 1 million de vapoteurs en France, donc on fait les calculs, consommation journalière, etc. C'est l'impact de la vape de toute façon de 2010 à 2014. Par contre, de 2015-2016, où là, il a commencé à avoir un discours officiel, on a parlé des réglementations, etc. Bizarrement, légère augmentation, légère baisse, mais de nouveau, ça stagne. Est-ce que toi, au niveau des chiffres que tu as sur le marché de la vape, etc. Non, ça stagne pas, bien au contraire, c'est en constante augmentation, et ceci s'explique par une chose. Déjà, premièrement, par le fait qu'il y ait une réduction dans les magasins de manière importante de tout l'aspect geek, c'est-à-dire qui concerne en fait une population bien donnée de vapoteurs qui sont déjà des vapoteurs confirmés, qui savent utiliser leur matériel, qui ont des pratiques qui sont particulières et qui maîtrisent. Par contre, on ne peut pas aujourd'hui baser son modèle économique uniquement sur ces consommateurs-là. Donc ce qu'ont fait les professionnels, c'est d'essayer d'aller chercher en fait les fumeurs, tout simplement, c'est-à-dire ces fumeurs pour les faire arrêter de fumer. Et en même temps, comme je disais, il y a eu effectivement le mois sans tabac qui a aidé justement à démocratiser ça. Plus la communication qui a été faite sur la transposition de la réglementation européenne en droit français. Ce qui fait qu'une majeure partie de la population qui avait consommé entre 2010 et 2014 et qui avait dit « moi ce produit, je le mets de côté parce que ça fuit, ça ne fait pas de vapeur, le hit que j'engorge, il n'est pas bon, le mec qui est en face de moi, il n'est pas formé, il ne sait pas ce qu'il vend », ces gens-là se sont dit « maintenant que c'est réglementé, maintenant qu'on a des réponses à m'apporter et maintenant que je peux avoir une sécurité sur ce produit-là, je peux repasser la porte de mon vape shop et je peux aller voir le professionnel qui est en face de moi parce que, a priori, s'il était là il y a 2 ans, c'est qu'a priori aujourd'hui il est à peu près qualifié pour pouvoir me proposer un bon produit et que la technologie a dû évoluer et qu'en plus l'État français me garantit que je peux en acheter parce que c'est légal. Et ça forcément, ça a eu un impact considérable sur 2016 et ça continue encore en montée. Oui, bien sûr. Quand même 2014 aussi, c'est le moment où on a eu ces grandes vagues de désinformation qui sont arrivées. Début 2014, c'est l'étude de Portland. Début 2015, c'est l'étude de Portland qui explique que la vape est 15 fois plus cancérigène que le tabac. Donc il y a eu cette grande vague, début 2015 aussi, qui a pu ralentir le mouvement et qui a porté des interrogations dans le public. Très clairement, quand on regarde jusqu'à 2014, été 2014, c'est à l'été 2014 qu'il y a eu ce fameux article dans 60 millions de consommateurs qui a été 2013, ouais. Qui a été vraiment la grosse flèche, la première grosse flèche qui a mis attention les produits cancérigènes, etc. Mais jusque-là,
c'était un petit peu freeride, comme ça avançait, les gens testaient, et puis les boutiques ouvraient, etc., quoi. Et après, il y a eu tout ce moment d'échange où, attention, c'est dangereux, etc., et ça semait le trouble un petit peu dans les esprits. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe au niveau des échanges qu'il y a, que ce soit sur la publicité, la réglementation sur les produits, c'est de dire, attention, réglementer, oui. Enfin, moi, on peut résumer peut-être, c'est réglementer, oui, on est tous d'accord. C'est pas un produit anodin, mais par contre, ne pas faire peur aux gens parce que justement, c'est un produit qui est positif et c'est pas un produit pour lequel il faut faire peur aux gens, justement. Interdire la publicité, réglementer des choses un petit peu ubuesques comme les 10 millilitres, etc. Les lavables sur les lieux publics, ça contribue à adresser des messages qui sont négatifs et qui peuvent faire peur. On est d'accord là-dessus. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une directive qui a été écrite en 2013. Donc on est à la préhistoire de la vape, quoi. C'est tout jeune. C'est des produits sur lesquels on commence à avoir du retour de longue consommation, sur lesquels on commence à avoir des études, sur lesquels on commence à avoir des réglementations, sur lesquels on commence à avoir des normes. Donc tout ça, ça a été créé avant, tous ces éléments-là. Et en trilogue. Et en trilogue en plus. Donc malheureusement, la vape va demander toujours de la patience dans le milieu de la réglementation. Donc cette patience va faire jeu avec la possibilité de cette nouvelle réglementation qui peut être revue à la marge en 2020, comme le disait très bien Frédéric. Ça va être revu aussi avec les analyses qu'on va pouvoir apporter, les soumissions qu'on peut faire. Donc c'est en constante évolution, on avance, c'est pas figé dans le temps. Mais par contre, les textes, eux, qui sont appliqués et les textes qui sont votés sont toujours des textes qui ne sont jamais en adéquation en fait, avec la réalité du moment. Donc il y a vraiment les lieux publics, les contenances, les contraintes par rapport aux professionnels, la publicité. Clairement, même si les choses se sont un petit peu figées là, il reste beaucoup de sujets à mener. C'est loin d'être fini. Il ne faut pas s'endormir. C'est bien pour ça que les associations sont là, restent actives, continuent à bouger, qu'il faut les aider. Pardon ? On en a pour 10 ans. Voilà, on en a pour 10 ans. Et donc, il faut savoir être constant dans l'analyse des choses, de ne pas baisser les bras, parce qu'il y a encore des grands défis à relever. On est tous d'accord là-dessus. Et il y a des projets. Hein, donc l'EDUS, les lieux publics, la FIVAP, cette contenance de 10 millilitres qui n'a aucun sens, que ce soit SOVAP sur les questions de propagande, de publicité qui concernent aussi tout le monde. La VAP du cœur, pérenniser vos actions et pouvoir vraiment vous ancrer justement sur toutes les actions que vous menez au niveau des services de santé, des unités de santé, etc. Toutes les associations ont vraiment besoin d'aide pour continuer et rien n'est fait. Il ne faut surtout pas s'endormir. On arrive là à un petit peu plus d'une heure. Est-ce que dans le public, il y a des questions à poser aux différents intervenants? Alors, je ne sais pas si on a un micro pour le public. Est-ce qu'on a un micro pour le public ou pas? Non? Alors, s'il y a des questions, levez le bras et puis on vous fait passer un micro. Pas de questions, on a été super clair. Ouais, alors je te repasse la parole, Nathalie. Donc il y a quand même une chose aussi qui est importante de souligner, c'est qu'en France, on est plutôt bien placé et plutôt une vape ouverte par rapport à un grand nombre d'autres pays. Le seul pays qui est plus ouvert aujourd'hui que la France, c'est la Grande-Bretagne. Sinon, la plupart des pays, la situation de la vape est beaucoup plus difficile qu'elle n'est chez nous. Hein. Pourrait discuter avec nos amis belges que j'ai vu passer tout à l'heure. C'est Kafka. Hein? La Suisse. Les Suisses, ils ne sont pas dans l'Europe, donc ils n'appliquent pas la TPD. Donc en Suisse, la nicotine est interdite. Moi, je vais quand même dire la Belgique, hein, parce qu'il m'a montré hier soir. Donc sur le flacon de 10 millilitres, ils ont les mêmes obligations d'avertissement sanitaire, mais en 3 langues. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors finalement, on ne les voit plus, parce qu'on ne voit que des petites lignes. Voilà, la plupart des pays ont appliqué les 2 millilitres de contenance maximum pour les cliros. Ça, on est l'un des rares pays dans lesquels ce n'est pas appliqué grâce à une virgule. Ce qui a fait protester certains fabricants outre-Manche notamment. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors au Portugal, par exemple, ils ont une taxe sur 0. Hein? Alors l'Italie, moi je n'arrive pas, j'ai du mal à comprendre en fait, parce que ils ont une taxe, parce que après c'était fini la taxe. Elle est revenue? Bon, elle est revenue. Donc il y a une taxe en Italie.
Donc voilà, en France aujourd'hui pour l'instant on est plutôt bien, enfin oui les associations ont bien travaillé et on est dans une situation plus favorable et probablement dans une perspective aussi assez favorable. On s'en sort pas trop mal, On s'en sort pas trop finalement, mal, ouais. en France. Moi, je pense sincèrement, grâce à l'action justement des associations, grâce au fait aussi que c'est un produit qui a beaucoup pris en France. C'est une action générale. Beaucoup de commerçants, des fabricants, il y a beaucoup de fabricants de liquides qui sont très dynamiques, etc. La France est quand même un des pays, je ne sais pas en termes de volume, mais où c'est très très actif. La vape est vraiment très très active en France. Donc c'est positif. Donc on finit sur cette note positive. Est-ce que vous avez un mot à rajouter par rapport au sujet qu'on a évoqué? Mika, il est bavard. Non, je pense qu'on peut dire que voilà, quoi, c'est pas fini. La FIVAP continuera à se battre. Son bureau et ses membres. On est tous là pour un produit qui potentiellement va sauver des millions de vies dans les années à venir. Au-delà de l'aspect ludique du produit, de la vape plaisir, etc. Je pense qu'on peut tous se dire ici qu'on pratique un fabuleux métier et qu'il faut continuer à se battre pour ça, à se battre pour les fumeurs et à faire en sorte d'éradiquer le tabac en France, quoi. Ah ouais, je vais finir en parlant à ta place, Stéphane, parce que hier on a pas mal discuté sur la vape du cœur et je pense que tu peux profiter ici là, de tout le monde qu'il y a pour peut-être lancer un appel parce que vous avez besoin d'aide à la vape du cœur, non? Oui, effectivement, on manque de moyens humains, notamment avec les actions futures. C'est-à-dire qu'on va prochainement signer une convention avec les hôpitaux de Paris, mais ça peut être amené à être étendu à l'échelon national. Et malheureusement, on n'est pas en mesure au jour d'aujourd'hui d'avoir les moyens humains et même les moyens logistiques de pouvoir faire face à tout ça. Sachant qu'on a pour projet de faire évoluer l'association en intérêt général de manière à avoir des subventions, de manière aussi à offrir une défiscalisation pour les professionnels, pour leur faciliter les dons, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les professionnels ou les particuliers qui nous font des dons le font juste par conviction, parce qu'ils n'ont aucun avantage à le faire. Mais là où on manque cruellement de moyens, c'est les moyens humains, parce qu'on arrive très peu à fédérer suffisamment de bénévoles pour pouvoir être efficace partout, et on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps avec l'équipe qu'on est actuellement, quoi. Donc là, vous avez vraiment structuré quand même l'association. Vous allez, c'est ce que vous disiez hier, c'est même en termes de moyens financiers. Bon, vous avez les aides, les dons des professionnels, etc. Mais vous avez les solutions qui sont là. Et là, vous avez besoin, les moyens humains, c'est clair. Hein, il y a besoin de bénévoles. Il y a besoin de gens qui connaissent la vape et qui sont localisés partout en France et qui peuvent, avec la vape du cœur, justement aider, se déplacer, donner du temps. C'est pas de l'argent, c'est simplement donner du temps, comme ça se fait dans des milliers d'associations en France. Et la vape du cœur en a vraiment besoin. Aujourd'hui, c'est vraiment douloureux le manque de personnes, et je suis convaincu qu'il y a plein de personnes qui ont envie de donner. Il y a des tas de gens qui sont sur Facebook, sur les forums, etc., et qui passent énormément de temps pour aider les gens. En fait, et c'est très gratifiant, je tiens vraiment à le dire, on est derrière son ordinateur, on aide, on donne des conseils, c'est facile, on est chez soi, on est au chaud, mais sortez, contactez la vape du cœur, vraiment. Parce que d'aller rencontrer les gens et de voir en face, les commerçants le disent souvent, c'est un vrai bonheur d'aider quelqu'un à arrêter de fumer, etc. C'est très gratifiant. Et vraiment, la vape du cœur a vraiment besoin de gens, de bénévoles. Et, pas 100 000, mais quelques dizaines de personnes déjà. Si ça pouvait se répartir sur tout le territoire, c'est vraiment important. Vraiment C'est un important. bon début. Moi, c'est vrai que c'est très gratifiant. Ça l'est encore plus quand on s'adresse à un public qui est assez précaire, parce que ils sont vraiment encore plus reconnaissants de ce qu'on fait, parce qu'on leur apporte vraiment le matériel, les liquides, le conseil, comme s'ils étaient en boutique, parce que bon, bien souvent, soit on va être des professionnels ou anciens professionnels ou des vapoteurs expérimentés, et on va amener aussi notre conviction, notre force de persuasion, parce que on est déjà, il ne faut pas l'oublier, tous des anciens fumeurs, et on est passé par des stades où vont démarrer, et on a des conseils pertinents à leur apporter. Et à la vape du cœur, en plus, vous êtes super cool. Ça se fait vraiment dans la bonne humeur. Donc vraiment, je répète vraiment, si vous avez envie d'aider,
contactez la VAP du Cœur. Il y a vraiment besoin de gens, de bénévoles pour les aider et ça se passe super bien. Donc, allez pour la VAP du Cœur. Merci. Merci à tous les quatre. J'espère qu'on a fait le tour. Je pose une dernière fois la question, savoir s'il y a des questions. Pas de questions, donc je pense qu'on a dû faire le tour du sujet. Je vous remercie tous les quatre. Et puis, bon VAP Expo à tous. Voilà. Merci. Des éléments qui permettent de dire voilà, la cigarette électronique fait partie du cadre légal français. C'est un produit qui ne disparaîtra plus, mais qui va continuer à être réglementé. Après, ce qu'on peut dire généralement, c'est est-ce que ça nous plaît? Évidemment que non. Mais les principes de la base d'une négociation, c'est déjà d'avoir des éléments à négocier. Donc les points vraiment forts, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réglementation qui impose une notification des produits. Il y a une limitation sur les e-liquides nicotinés à 10 ml, 20 mg par millilitre. Voilà, le matériel, a priori pas de réglementation. On ne dépasse pas enfin, il y a cette histoire de 2 ml sur les matériels, ça n'a pas lieu en France. Alors, pas de réglementation sur le matériel, notamment, hormis le fait de la contenance des 2 ml qui était complètement absurde, notamment vis-à-vis de l'utilisation de la cigarette électronique. En fait, l'arrêt du tabac est une conséquence de l'utilisation de la cigarette électronique et si les contenants avaient été limités au niveau de la vaporisation, ça aurait été bien compliqué. Après, pour ce qui est du matériel, le matériel, lui, est déjà réglementé par des normes CE, ROHS, par des normes d'importation en déclaration douanière. Donc c'est quelque chose de complètement existant, d'où le fait que ça fasse non-sens d'avoir des soumissions de produits en fait, pour la partie matérielle. Je tenais à apporter cette précision. Donc ça, c'est les réglementations, on va dire, sur les produits. Et ensuite, les deux autres points, tu en as parlé, il y a donc l'histoire de la propagande et de la publicité. Donc on va y revenir avec Sovap sur la notion notamment de propagande. Et puis là, je m'adresse à toi, Frédéric. Il y a cette question du vapotage dans les lieux publics. Alors là, si on peut essayer d'être le plus précis possible, puisque c'est pas toujours très bien compris, on voit tout et n'importe quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, il est autorisé ou interdit de vapoter dans les lieux publics? Si oui, ou sinon, dans quel lieu public? Au travail, etc. Est-ce que tu peux nous faire un point là-dessus? Où on en est exactement? C'est quoi la loi aujourd'hui sur le vapotage dans les lieux publics? Alors, la loi, effectivement, elle est claire sur le sujet. Il est interdit de vapoter dans les lieux publics et les lieux de travail. Et les lieux pouvant accueillir du public et des enfants notamment, je crois. La loi, elle est claire. Pour l'instant, il n'y a pas de décret d'application, par contre, pour ce sujet-là. Donc nous sommes attentifs à ce qui va réellement sortir de là. Pour l'instant, on ne peut pas attaquer. Je n'ai pas de précision par rapport à ça. Donc aujourd'hui, très clairement, on est toujours dans la même situation qu'il y a plusieurs années, c'est-à-dire que ça dépend d'un... Je parle de la vape au travail, par exemple, qui est une grosse problématique. La vape au travail, effectivement, est régulée par le règlement intérieur actuellement, si il y a ou pas, mais la loi, pour l'instant, ne s'applique que... Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'ouvrir le cycle des conférences du VAP Expo avec ce moment à passer avec les différentes associations. Le VAP Expo, c'est un événement professionnel. Donc les professionnels font le monde de la vape, évidemment, mais il y a aussi, en France en tout cas, 4 associations avec des identités qui sont très spécifiques, qui touchent des publics spécifiques, qui savent travailler ensemble, mais qui mènent leurs actions différemment en fonction de qui elles représentent, et de leurs objectifs et des personnes qui les composent. Voilà. Donc, nous avons Frédéric Saint-Gérand de l'EDUS, qui est membre du CA de l'EDUS, Michaela Moudi de la FIVAP, Stéphane Papatheodorou, j'ai toujours du mal, je me suis entraîné, pour la vape du cœur, et Nathalie Dunant pour Sovap.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste un tout petit tour de table. Si vous voulez bien prendre le micro chacun votre tour pour représenter, mais en quelques mots, votre association, qui vous représentez, vraiment les grandes lignes de l'association pour qu'on puisse situer. Bonjour. Simple à comprendre sur certaines choses et à la fois très complexe sur d'autres choses. Je vais demander à Michael de juste nous faire peut-être un petit inventaire de où on en est aujourd'hui, puisque on est arrivé à un moment où les lois sont passées, les réglementations sont engagées, et là les choses sont un petit peu fixées. Pas forcément comme on le veut, on va le voir, mais en tout cas elles sont un petit peu fixées. Donc si tu peux, Michael, nous faire un petit inventaire assez rapide, qu'on voit à peu près où on en est aujourd'hui en termes de réglementation pour la vape en France aujourd'hui. Alors oui, en effet, réglementation qui a eu toute son application en fait en 2016 pour le 1er janvier 2017. On peut dire que 2016 a été assez rock'n'roll pour les professionnels de la cigarette électronique, qu'ils soient distributeurs ou qu'ils soient fabricants. Aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que les flacons contenant de la nicotine sont limités en fait à 10 millilitres, ni plus ni moins. Donc cette réglementation ne concerne que les produits contenant de la nicotine. On n'a pas, par chance, en fait, en France, de limitation en fait, au niveau du matériel. C'est-à-dire qu'on n'a pas de déclaration à faire sur le matériel et nous n'avons pas non plus de limitation à 2 millilitres pour ce qui est de la partie cliromisère. Ensuite, les distributeurs doivent, eux, faire des rapports réguliers en fait, sur l'année vis-à-vis de leurs ventes, doivent aussi éviter de faire de la publicité ou de la propagande dans leurs magasins. Concernant ensuite les fabricants, il y a des déclarations à faire sur les produits à mettre sur le marché, qui sont aujourd'hui des déclarations faites auprès de la plateforme européenne et gérée par l'ANSES, plus évidemment une taxe qui a eu lieu de 295 € par produit, plus 120 € pour les coûts de renouvellement. Donc, tout ça sont effectivement... Nous sommes l'EDUS. Nous représentons et défendons les vapoteurs pour une vape libre et responsable. Voilà. Bonjour, Michael Amoudi, on est la FIVAP, la Fédération interprofessionnelle de la vape. Aujourd'hui, on représente les professionnels avec un peu plus de 430 adhérents aujourd'hui dans notre association. Bonjour, je représente la vape du cœur. Nous aidons les personnes vulnérables et dans la précarité à pouvoir décrocher du tabagisme en partenariat aussi avec les médecins. Bonjour, Nathalie Dunant, je représente ici SOVAP. SOVAP, c'est agir et dialoguer. On essaye d'établir le dialogue entre l'ensemble des parties prenantes de la vape, utilisateurs, professionnels et autorités de santé. Merci. Alors, je précise au niveau de l'EDUS, les adhérents de l'EDUS sont uniquement des particuliers, pas de professionnels. Au niveau de la FIVAP, essentiellement des professionnels, commerçants et fabricants. Au niveau de la vape du cœur, n'importe qui peut être adhérent et membre actif de la vape du cœur, on est d'accord. Et au niveau de SOVAP, n'importe qui aussi, avec une restriction simplement sur les financements qui doivent être des financements de particuliers. Alors, depuis 2 ans à peu près, on a vu arriver des réglementations, ça partait un petit peu dans tous les sens. C'était à la fois